Bienvenue chers amis au cœur de l'émission Homo Micro. Homo Micro, l'émission qui se prend en mots. Au cœur de la culture LGBT, QI+, Brahim Naik Balk, entouré de ses chroniqueurs, inonde de couleurs les ondes depuis 2004. L'aventure continue avec cette nouvelle émission qui commence maintenant. Avec le cercle des chroniqueurs, ravi de vous savoir à l'écoute. Bonjour à toutes et à tous. À mes côtés, Monsieur Eric Garnier qui est avec nous pour nous présenter un livre et un DVD. Je viens quoi? Parce que je me dis... La fin pour toi ou la fin non, pour de la saison? Pour la saison 17. J'ai eu peur. Oui. Non, pour moi, il faudra un peu attendre, peut-être la saison 22-23. Non. Alors dis-nous, tu nous parles de quoi ce soir? Alors, un DVD qui sort cette semaine et un roman, pas mal du tout. Ouais. Les deux sont bien. Valérie Beau, Bonsoir à tous. qui a voyagé ce week-end de chronique ce soir. Oui, alors nous allons à la Marche des Fiertés à Paris. Ouais. Et puis je vous amène à découvrir aussi la vie de deux femmes, Nelly et Nadine. Un film documentaire. J'écris leur nom. Exactement. Annabelle Guiraud, bonsoir. Bonsoir à toutes et Arporiel. tous. Et oui, ce soir, c'est une chronique Arporiel, la dernière de la saison, où on va parler sorties culturelles et divertissement. Merci d'être là, Annabelle. Et nous avons un invité, Franck Villette. Alors Franck Villette, pour ceux qui ne te connaissent pas, on se tutoie tous. Si tu veux, bonsoir à tous. Merci d'avoir répondu à l'invitation. Dis-nous d'abord qui tu es et ton parcours avant d'arriver au projet que tu vas nous présenter ce soir. Alors moi je suis acteur et réalisateur depuis quelques années déjà et là je prépare activement une pièce qui s'appelle Ils s'aiment, ils se sont aimés. Ouais. Donc la célèbre pièce Ça nous parle. Oui, peut-être, de Muriel Robin et de Pierre Palmade qui a été écrite il y a 26 ans déjà. Et nous on fait un mix entre Ils s'aiment et Ils se sont aimés, les deux premiers spectacles qu'on va jouer donc à partir de jeudi prochain. À partir de jeudi prochain. Cette semaine. Et toi, en ce qui te concerne, ton petit parcours aussi, parce que tu es animateur, tout ça, tu as une chaîne YouTube. Oui, si oui. J'ai une formation d'acteur et après j'ai fait de la réalisation, court-métrage, clip, et je fais aussi quelques animations et voilà, je joue au théâtre et au cinéma, principalement. Merci de rester avec nous. Homo Micro, le cercle des chroniqueurs. C'est avec Annabelle Guiraud, Arporiel. C'est la dernière Arporiel de la saison. Alors, commençons par faire un petit tour du côté des expos pionnières au musée du Luxembourg. On en a déjà un petit peu parlé avec Valérie au cours de chroniques précédentes. Alors, à travers les peintures, sculptures, photographies, films, livres, chansons, objets, cette exposition met en surbrillance ces femmes exceptionnelles et avant-gardistes de la belle époque. Ces femmes nouvelles qui nous ont ouvert les chemins de nos droits d'aujourd'hui. Accéder aux grandes écoles, pouvoir être reconnues comme des artistes, posséder un atelier, une galerie ou une maison d'édition, diriger des ateliers dans des écoles d'art, avoir la possibilité de s'habiller comme elles l'entendent, vivre leur sexualité, quelle qu'elle soit. Pionnière dans la vie et pionnière dans l'art aussi, une expo à retrouver au musée du Luxembourg jusqu'au 10 juillet 2022. Deuxième idée expo, direction le Marais. Et plus exactement, allons au musée de l'art et de l'histoire du judaïsme pour Marcel Proust du côté de la mer. Organisée à l'occasion du centenaire de sa mort, cette exposition est la première en France à explorer l'axe de sa judéité dans la construction de la personnalité et de l'œuvre de l'écrivain. On apprend notamment qu'à la disparition de sa mère, Proust se mit à l'écriture de « À la recherche du temps perdu », et ce, durant les 17 dernières années de sa vie. Une stimulation artistique portée par la pensée suivante. « Si doux avant de mourir de faire quelque chose qui aurait plu à maman ». Marcel Proust, du côté de la mer, c'est jusqu'au 28 août au musée de l'art et de l'histoire du judaïsme. Pour ce troisième bon plan, on reste dans le Marais. Je vous dis, like a virgin, esta bonita, vous me dites Madonna. Oui. Et je vous réponds, ouais, et même que je vais vous parler d'une expo photo de la Queen à Paris. Explication. Tout se passe en 1985. L'artiste américaine fait escale à Tokyo pour y présenter son album Like a Virgin. Et lors d'un shooting pour le magazine Playboy, elle rencontre Kenji Wakazuji. Ce photographe dispose de 45 minutes pour immortaliser la star. Le résultat est à retrouver 37 ans plus tard à la galerie de l'Instant, 46 rue du Poitou, Paris 3e, du 28 juin au 2 octobre 2022. Et c'est gratuit. Parlons musique à présent. Petit coup de pub pour deux artistes passés par Homo Micro. Je pense à Amélie Boutet avec son album pop folk psychédélique.
Lendemain vers Saint-Thé. Et la sortie de son premier EP, Soleil interne, un voyage sonore, instrumental, psychédélique et coloré, façon The Doors. Dispo à partir du 12 juillet. Plus d'infos sur le compte Instagram Lendemain vers Saint-Thé. Autre artiste, Jord Sand, que nous avions reçu en février dernier et qui nous avait fait découvrir en avant-première sa chanson Babylone. Depuis quelques jours, vous pouvez retrouver le clip très esthétique de Babylone sur YouTube. Plus d'infos, et bien sur le compte Instagram Jord Sand. J-O-R-D-S-A-N-D. Côté petit écran, France Télévisions frappe fort en cette fin de mois des fiertés avec Drag Race France, le concours de la meilleure drag queen au format télé-réalité. En pratique, les drag queens s'affrontent autour d'épreuves mêlant chant, danse, comédie, mannequinat. À la fin de chaque épisode, une drag queen est éliminée. L'ouverture du concours était samedi 25 juin sur France 2. Ce premier numéro est disponible sur la plateforme France.tv/ qui diffuse aussi chaque jeudi à 20h un nouvel épisode avant la grande finale prévue le 11 août. Parlons à présent documentaire. Les films du Dispensaire, c'est une association qui réunit soignants et cinéastes pour des productions audiovisuelles. Eh bien, ils organisent une projection de leur documentaire D'un désir l'autre, le 5 juillet à 19h30 au cinéma Le Luminor à Paris, dans le Marais. Sous un format de 52 minutes, la sexualité gay est abordée à partir de 4 témoignages. On y parle entre autres nouvelles stratégies de prévention du VIH, application de rencontres géolocalisées et des conséquences sociales, comportementales et sanitaires induites par cette sexualité 2.0. Pour davantage d'infos, réservez votre place parce que les places sont limitées. Direction la page d'accueil de l'association corevih-sud.org, je répète, corevih-sud.org, qui relaie l'info et vous guidera vers la page de réservation Hello Asso. Également, parlons presse invertie, et plus exactement d'Academos, première revue homosexuelle fondée en 1909. Academos, c'est une mine de renseignements sur l'esprit homosexuel européen du début du XXe siècle. La réédition de la revue est portée par l'éditeur associatif Gay Kitsch Camp et son responsable Patrick Cardon, que nous avions reçu à mon micro en novembre dernier. Avec un tirage à 300 exemplaires porté par le financement participatif, le lancement d'Academos aura lieu, notez bien, au 32e salon de la revue, le 14, 15 et 16 octobre 2022 à la Halle des Blancs-Manteaux. Entrée libre et gratuite. D'ailleurs, vous pouvez continuer à soutenir Gay Kitsch Camp sur Hello Asso. Selon le montant de votre donation, vous pourrez acquérir la revue Academos brochée ou reliée et ou de nombreuses autres contreparties littéraires. Plus d'infos sur le Facebook de Gay Kitsch Camp. Enfin, parlons spectacle avec Sweet Paradise, un cabaret libertin dans le 2e arrondissement de Paris. Vous pouvez notamment assister à des spectacles immersifs et interactifs du mercredi au samedi de 20h30 à 21h45. Coup d'éclairage sur le show Sweet Paradise a un incroyable talent. Concept, le public devient candidat d'un casting géant pour devenir futur recrue pour le cabaret. C'est le mardi et vendredi du 29 juin au 30 juillet dès 20h30. Découvrez également Meurtre à Sweet Paradise, un jeu Cluedo grandeur nature façon Sweeties. Les jeudis du 30 juin au 28 juillet. Autre spectacle du moment, la clé du paradis. Le public est convoqué pour retrouver la clé qui permettra aux Sweeties d'atteindre le 7e ciel. Tous les vendredis du 8 au 29 juillet, 20h30. Réservation sur Billets Réduc. Eh bien, c'est sur ces notes chaudes et pailletées qu'Arporiel se termine. J'espère que ce dernier numéro de la saison vous aura donné l'idée de sorties culturelles et divertissements. Take care à toutes et tous. Merci Annabelle, merci pour ces informations. Cette énergie aussi, toujours aussi dynamique et prenante. Tu nous emportes et s'il fallait faire un tour de table, qu'est-ce que vous avez retenu de ces informations ? Notre invité, Franck Villette. C'est surtout l'événement, l'émission télé sur France Télévisions, sur les drag queens. C'est quand même un événement de proposer ça à la télévision et au service public. Oui. Très bien retenu. Valérie ? Eh bien, moi, je vais encourager tout le monde à aller voir l'exposition Les Pionnières, qui est vraiment magnifique. Et je suis une fan de Madonna, donc je veux penser à aller voir l'expo. Merci Annabelle. Merci Annabelle pour toutes ces informations. Toujours très très riche et ce dynamisme qui nous file la pêche en début d'émission. Merci de rester avec nous. Homo Micro, le cercle des chroniqueurs. Et là, samedi dernier, c'était la marche des fiertés. Eh bien, malheureusement, je n'ai pas eu l'occasion d'aller marcher avec toutes ces fiertés sur Paris. Le parcours était assez long, mais par contre, j'avais rejoint à un moment donné le quartier du Marais. Mais avant, il s'est passé
plein de choses. Et là, Valérie Beau va tout nous dire puisqu'elle a vécu l'événement sur place. Valérie. Effectivement, la marche des fiertés donc à Paris s'est déroulée et je n'étais pas au courant parce que je n'ai pas suivi le fil de l'info après la tuerie d'Oslo, attaque survenue dans le quartier gay en Norvège, à Oslo, et la Pride d'Oslo a été annulée. J'ai effectivement entendu parler d'Oslo pendant la marche et j'ai découvert l'horreur ensuite. C'est une dure journée le 24 juin, la veille aussi. La Cour suprême des États-Unis a annulé l'arrêt qui reconnaissait depuis 1973 le droit à l'avortement au niveau fédéral. Plus mobilisée que jamais, je dirais, ce samedi, j'ai vu une marée humaine où les rues avaient l'air petites, où au départ de la marche, c'était submergé d'êtres humains et c'est beau à voir. J'ai vu nos couleurs arborées par les plus jeunes, les moins jeunes, tous, les assos que l'on connaît. Et là, j'ai avancé, j'étais à Opéra et je me suis allée sur les marches de l'Opéra et j'ai vu à Bastille cette marée humaine. Et lorsque je regardais passer, je me suis dit que j'étais fière de faire partie de cette communauté d'êtres humains qui scandent la vie, qui aiment profondément la vie, malgré tout ce que l'on peut subir. J'ai remarqué peut-être davantage encore une volonté d'expression de nombreuses et nombreux qui ont confectionné des pancartes avec beauté et énergie. Je les ai photographiées, témoins de nos cris, et puis je me suis dit que j'allais les noter et vous les dire. Voilà ce que j'ai vu. Homophobes, allez vous faire cuire un œuf. Filles et garçons pirates. Nos droits protègent vos libertés. Fatigués de l'homophobie. Et j'ai été très émue par celle-ci. Une mère donnant la main à son fils très jeune. Mère fière de son fils trans. I not like homophobic, I'm Ali. Smash le système. PMA pour toutes. Mon cœur n'a pas de limite. Et de très nombreux panneaux free hug ou free kiss. L'amour n'a pas de censure. Oui, on appelle ça la passion lesbienne. Dur à queer. Vénère et fier. Love is love. Moins de tristesse, plus de gaieté. Trans exclu de la PMA. Bi pride. God save the Queen. Je chante la vie, je danse la vie, je ne suis qu'amour. Be proud every days. You can't quit love. Nos vies ignorées, nos mémoires oubliées. Chaque baiser lesbien est une révolution. Clito power. Sous les paillettes, la rage. Pédalons ensemble. Solidarité avec nos sœurs des USA. Laissez-nous l'amour, bordel. Je veux la liberté d'aimer. Merci Valérie, j'ai l'impression d'y avoir été. Moi j'ai retenu mère fière de son fils trans, mais tout était bon dans ce catalogue-là. Et un tour de table parce que on est nombreux à ne pas avoir. Eric, tu as eu l'occasion de lire ou pas? Oui, on dirait une sorte de poème, ouais. Long poème. Ouais. Voilà, donc et puis ça montre la variété des revendications qui sont soit en danger, soit qui ont été obtenues, ou qu'il faut consolider, ou qu'on risque de perdre. Donc il faudrait peut-être aussi mettre dans la Constitution non seulement le droit à l'avortement, mais au mariage pour tous. Oui, effectivement. Des Annabelle. slogans très marquants, tout en douceur. Aucune vulgarité, c'est parfait. Ouais. Très marketé. Non, mais c'est très bien. Merci Et Anna. c'était très très bien illustré. Hein. Oui, effectivement. Bravo, vraiment. Et notre invité, alors, justement, on s'est aimé. Finalement, la pièce, elle est d'actualité. Finalement, c'est vraiment bien de remonter sur les planches pour ça. Qu'est-ce que tu as retenu de cette actualité marche, Franck? Moi, j'étais pas à Paris donc ce week-end, mais le fait d'entendre tout ce que Valérie a noté, je pense que ça fait un bon résumé, et une belle variété de cette manifestation, de cette marche. Et quand on voit ce qui s'est passé à Oslo, il nous en parlera tout à l'heure en fin d'émission, Christophe Martet, avec Committee, le combat mérite d'être poursuivi, qu'on se batte encore, parce que
On peut tout perdre d'un jour à l'autre, en fait. Oui, surtout que c'est un pays qui est quand même à l'avant-garde, où la Pride, c'est quelque chose de très, très important depuis longtemps. Et lorsqu'on va dans la rue, finalement, malheureusement, on prend toujours des risques. Et c'est pas ce qui va nous arrêter. Ouais. Merci. Il y a eu de la pluie un peu? Alors on a eu de la chance, juste une petite bruine, parfois un petit peu de soleil. Vraiment, on a eu de la chance. Du coup, il faisait pas trop chaud et c'était très agréable. Et puis la joie, la danser. Il y avait une vraie joie de se retrouver après cette longue absence. Merci de nous avoir fait voyager. Vous écoutez Homo Micro, une émission de et avec Brahim Naik Balk. Et nous allons passer à la musique avec Nathan. Oui, Brahim. Alors avant de vous parler de la musique, je voulais tout simplement vous dire que je ne suis pas en studio ce soir, mais que j'ai décidé de participer à l'émission du mieux que je pouvais. Donc pour démarrer par cette première pause musicale, je vous propose de retourner dans les rues de Paris avec une musique que vous avez probablement dû entendre durant cette Pride. Je parle bien sûr de The Band des Bucketheads. Ce nom ne vous dit rien, ce n'est pas grave car vous allez le reconnaître immédiatement quand vous entendrez ces premières secondes de ce morceau. Alors fermez les yeux et replongez-vous dans l'univers de la Pride avec The Bomb des Bucketheads. Homo Micro, l'invité du jour. Ils se sont aimés de Muriel Robin et Pierre Palmade, mise en scène par Grégory Jupin avec Romaric Poirier, une interprétation différente et remaniée. Pour la première fois, un couple d'hommes s'empare des sketchs cultes du célèbre spectacle joué par Michel Larocque et Pierre Palmade il y a maintenant, 26 ans, vous vous rendez compte, 26 ans. Alors le résumé, ils se marient, ils divorcent comme dans plein de couples, ils se réconcilient, bref, ils s'aiment toujours, si on peut dire. Alors, entre Philippe et Nicolas, l'amour est sincère, profond, complice. Ils se reconnaissent par cœur, mais cela ne les empêche pas d'être de mauvaise foi, moqueurs, parfois même acides, mais avant tout, ils sont là
pour nous faire rire et peut-être aussi nous mettre face à nous-mêmes comme à un miroir. Alors, à partir du 30 juin jusqu'au 27 août, du jeudi au samedi à 21h30 au théâtre, Le Passage vers les étoiles. J'adore Le Passage vers les étoiles, ça veut tout dire. Vraiment, c'est vraiment très très beau. 17 Cité Jolie, dans Paris, le 11e. Si tu pouvais même me rectifier, Franck. Alors, avec nous... Maintenant, t'as tout dit. Ouais, pour en parler, Franck Villette, qui est l'un des comédiens, et il va tout dire vraiment, Franck. Alors, une pièce revisitée, comme je l'ai fait comprendre tout à l'heure. Oui, quelles ont été les motivations et pourquoi revenir sur une telle pièce qui a marché? On peut dire que c'est toujours d'actualité, tout ça? Oui, oh oui. C'est toujours d'actualité. Là, donc, c'est une version 100% masculine. C'était l'originalité, justement, le but de reproposer le spectacle qui a été joué en version hétéro maintes fois, j'allais dire. Ouais. Et là, donc, c'est la première fois que ça va se faire avec un couple d'hommes. D'hommes, ouais. Alors, tu fais partie d'un des couples? Voilà. Non, il n'y a qu'un couple. Ouais, il y a qu'un couple, ouais. Et comment tu as accepté le projet tout de suite quand on t'a demandé de le produire, ou c'est toi qui arrive avec le projet? Dis-nous tout dans un Alors, c'est moment. pas moi qui est l'initiateur du projet, c'est Romaric Poirier, Ouais. donc, qui est le producteur de la pièce, qui a demandé les droits à Pierre Palmade et à Muriel Robin. Et donc, c'est lui qui avait depuis très très longtemps envie de monter cette version-là. Et donc, c'est arrivé cette année après plusieurs longues années d'attente. Donc, il était évidemment ravi. Et Romaric Poirier est un ami, hein, donc on se connaît depuis longtemps. On a joué ensemble plusieurs spectacles, tourné ensemble aussi, puisqu'il a réalisé quelques courts-métrages. Et on a créé un festival de courts-métrages ensemble aussi. Donc on se connaît très bien. Et on avait envie de retravailler ensemble pour ce projet. Ouais. Et donc, ça s'est fait. Là, on est en fin de répétition encore. On commence jeudi. Donc, même si on se connaît, évidemment, il y a toujours des surprises. Non, mais c'est agréable. Même le fait de se connaître, on se surprend toujours. Donc, c'est bien. Ouais. Il y a 26 ans, on peut imaginer que Pierre Palmade aurait pu jouer avec un homme directement. Oui. Oui. Ouais. Enfin bon, c'est peut-être un peu plus compliqué il y a 26 ans. Ouais. Mais, Alors, qu'est-ce qui a changé depuis la pièce? Les personnages, bien sûr, ce sont deux hommes. Ouais. Est-ce qu'on retrouve un peu les mêmes histoires, où tout a changé finalement? Alors, le texte... Sans trop rentrer dans les détails, Oui, parce que oui, l'idée, c'est d'aller bien voir sûr. aussi la pièce. Ah oui, bien sûr. Non, et le texte n'a pas changé, hein, puisque on ne fait pas une adaptation. On change forcément quelques petites phrases, petits gags, forcément, puisque là, ce sont deux hommes, donc forcément, dans l'histoire, c'est obligé de changer, de modifier quelques passages. Et on a fait quelques modifications de texte au niveau des blagues, parce que bon, il y a certaines choses qui ne passent plus vraiment comme il y a 26 ans. Alors, il y a 26 ans que ça s'est joué, mais on a notre mémoire quand même, Eric. Tu vas nous en dire deux mots, parce que tu as quand même vu il y a 26 ans la pièce. Oui, j'ai vu à la télé. En fait, j'étais pas allé. Oui, c'était bon. C'était très drôle, mais c'était dans une optique hétéro. Voilà. Là, la révolution, c'est qu'entre-temps, il y a eu le mariage et là, ça se justifie. Ça se justifie. Alors justement, il est question d'amour entre deux hommes. Alors quelle différence on peut retenir d'un couple classique, justement? Il y a des choses qui changent. On s'aperçoit qu'il n'y a pas de différence. C'est un couple. Donc ils s'aiment, ils se marient, ils s'aiment, ils divorcent, ils se re-aiment, puisque c'est le titre du troisième spectacle. Et en fait, il n'y a pas de différence. C'est ça, justement, la chose incroyable pour certaines personnes, mais il n'y a pas de différence. Est-ce que la pièce, donc remaniée, aborde-t-elle aujourd'hui les mêmes problèmes et les sujets que la première? Alors, il y a le mariage, il y a les disputes, il y a la mauvaise foi, tu en parlais tout à l'heure, et la belle-mère. Et la belle-mère. La belle-mère, oui. Les parents, c'est ça. Le divorce, donc. Et puis d'autres choses après. Mais enfin, de toute façon,
Je peux vous le dire, parce qu'il y a rien je révèle rien, puisque si vous avez vu les spectacles, on sait qu'après ils se remettent ensemble, enfin voilà, il y a plein de choses qui se passent. Tu parlais d'une pièce drôle, oui, on espère, c'est le but, mais aussi d'émouvoir. C'est pas une suite de sketch comme on aurait pu le penser à l'époque, ce qui peut faire penser à l'époque une suite de sketch. D'autant que c'est pas les mêmes personnages en plus dans le spectacle. Ils jouent plusieurs personnages. Nous, c'est vraiment le même couple. Ouais. Et donc là, on essaye de faire rire, bien sûr, mais aussi d'émouvoir, de toucher le spectateur. En apportant une émotion et un jeu qui n'est pas juste de la blague, de la gaudriole et du tagadac poète. Il s'agit donc aussi d'humour dans la pièce. Est-ce qu'elle prend une dimension centrale? Il y a beaucoup d'humour, comme ça s'est fait avec... Oui, on garde quand même on garde l'humour, c'est quand même l'axe central. Hein. Mais encore une fois, donc, on rajoute après tout ça autour, l'émotion... la vérité, voilà. Qu'est-ce qui a fait que tu acceptes de jouer cette pièce aujourd'hui en ce qui te concerne? Moi, j'avais très envie de jouer autre chose, un peu autre chose de ce que j'avais l'habitude de jouer. Toujours les personnages un peu torturés, violents. Donc là, j'avais envie vraiment d'une comédie. Et voilà, j'en ai discuté avec Romary qui cherchait un partenaire. Donc... ça s'est fait, voilà. Ouais. Tour de table avant de poser quelques dernières questions. Éric Garnier. Oui, est-ce que c'est à cause du Covid que ça a été long à mettre en route, ou est-ce que il y a quand même eu des résistances, dire bon, quand même c'est un peu risqué, certes la société a évolué, mais qui ça va intéresser? Est-ce qu'il y a eu une étude un peu de marché en se disant là, peut-être y avoir beaucoup d'hommes qui vont venir, qui peut-être n'avaient pas été voir la première pièce? Alors, il n'y a pas eu d'études de marché. Le Covid n'a rien à voir. C'est vraiment un concours de circonstances. Il a en fait obtenu les droits vraiment là, il y a quelques mois. Et du coup, on a mis ça en place. Et en parlant de cibles, il y a beaucoup, on est étonné, mais enfin, je ne sais pas s'il faut être étonné, mais en tous les cas, c'est très varié dans le public. Il n'y a pas que, c'est pas un public que LGBT. Ouais. Il y a une pression de jouer une telle pièce aujourd'hui. Oui, J-3, là, oui. Ouais. oui, forcément, il y a une pression déjà d'être sur scène, évidemment, donc pour une nouvelle pièce. Et là, on est un peu attendu au tournant aussi, quand même. On se dit qu'on est attendu au tournant. Parce que ça représente dans l'inconscient collectif, ils s'aiment, ils se sont aimés, ça a quand même eu beaucoup de succès. Et là, de faire cette adaptation en version masculine, on se dit évidemment, on nous attend au tournant. Donc il faut pas se louper. Ouais. Tu peux nous parler un peu de gens qui t'entourent dans l'équipe? On parlait de Romary, qui est autre. Si tu pouvais un peu nous les présenter. Donc Grégory Jupin, qui est le metteur en scène, qui lui est acteur aussi. Il fait beaucoup de théâtre, d'opéra, d'opérette. Et c'est quelqu'un de très actif et qui met en scène aussi. Et Romary Poirier, donc, comme je vous disais tout à l'heure, qui est devenu un ami, mais on a travaillé beaucoup ensemble. Ouais. Est-ce qu'on peut imaginer un soir Pierre Palmade venir avec Muriel espère, Robin observer? On espère. Ouais. Ouais, ça serait bien qu'ils viennent, oui. Ouais. On n'a pas lancé d'invitation officielle. Moi, s'ils nous écoutent, venez, on vous attend. Ouais. Alors pour conclure, l'amour, est-ce qu'il fait aussi mal malgré les dérisions de la pièce? L'amour, l'amour, ça fait mal, ça fait du bien. On essaye évidemment de mettre tout ça en dérision. La moindre dispute ou le moindre conflit, on essaye de le désamorcer avec de l'humour, avec de l'ironie. Mais après, je sais pas. Moi, je pense que l'amour, oui, ça fait mal et ça fait bien. Je sais pas ce que vous en pensez. Ouais, on va faire peut-être un tour de table. Mais avant, est-ce que donc une pièce où il y a deux hommes qui jouent, il se passerait rien. Donc. Ouais. Est-ce qu'on peut des femmes peuvent aussi se retrouver dans votre pièce? Je pense, oui, c'est au-delà du comment dire, des genres. Et donc, c'est vraiment, comme je le disais tout à l'heure, c'est universel. Ouais. C'est un couple.
qui s'aiment, qui ne s'aiment plus, qui se re-aiment. Eric, prêt à aller... Est-ce qu'en 25 ans, le couple a changé ? Donc vous avez la pièce de départ qui a 25 ans. Est-ce que finalement, vous trouvez qu'un couple, puisque c'est la même chose, 2 hommes ou un homme et une femme, est-ce que le couple aujourd'hui n'est plus tout à fait le même qu'il y a 25 ans ? Est-ce que ça se sent dans la pièce ? Vous avez fait des petites modifications, pas seulement de masculin-féminin, mais voilà. Est-ce qu'il y a une évolution ? Oui, je pense, oui. Il y a, de par l'évolution du temps et des mentalités. Voilà, je vais revenir sur les couples hétéros. Forcément, il y a une évolution avec la femme qui prend plus d'importance, et c'est bien, des droits et des devoirs. Donc après, oui, le couple je pense que le couple a changé. C'était très à l'époque, je ne sais pas si vous vous en souvenez, enfin, Eric, vous l'avez vu, mais c'est vrai que par exemple le rôle de Michel Larocque était très cucu, très soumise, très enfin tout ce qu'on pouvait montrer. Alors évidemment c'était un peu des clichés, mais c'était poussé à l'extrême, mais c'était quand même très comment dire, très le mâle dominant. Patriarcal, merci, je cherchais Et alors, quel est ton rôle dans le T'es pas soumis ? Non, je suis pas soumis. Il n'y a pas tout ça. Il faut venir voir la pièce pour le savoir. Il faut venir là-bas. Alors, voir la pièce, on va essayer d'envoyer quelqu'un de l'équipe pour aller voir la pièce, et l'idée, ce serait d'en parler le 4. Valérie, je suis sûr que elle se joue de jeudi. On a les invitations, et Je veux bien. Tu fais nous un débrief, et très bien. Avec plaisir. Ouais. Très vite. Et on en reparle lors de la dernière émission de la saison, donc lundi une prochain. Pression supplémentaire. Et c'est vrai que c'est une pièce ça va aller jusqu'à en août. 27 août. Alors prolongation, 6 succès, bien sûr. Oui. À voir si on prolonge dans le même théâtre ou si on va voir. Et le projet, c'est Eric. Alors tournée, oui, il y a quelques dates déjà qui sont prévues en France, notamment. Je ne sais pas si je peux le dire, mais bon. Clermont-Ferrand, La Rochelle notamment. Lors de la dernière émission, le 4 juillet en fait. Il y a combien de places dans ce théâtre ? 200, 200 quand même. C'est une grande salle. Il y a 2 salles dans ce théâtre. Il y a une salle de 200 et une salle de 70. Et là, l'objectif, c'est que vous vous adressez au grand public. Oui, c'est vraiment grand public. Il y a pas de, ce n'est pas vulgaire, ce n'est pas interdit aux moins de 12 ans. Vous n'embrassez pas, par exemple. Ah ben ça, il va falloir venir voir la pièce pour le savoir. Elle nous dira tout, Valérie. Lundi prochain. Le 4 en tout cas. Merci Franck Villette. Merci à vous. Alors le lieu, à quel moment ça démarre, quand ça se termine, et on espère vraiment une longue vie à ce spectacle. Merci, oui, donc ça commence jeudi, donc ce jeudi-là, le 30, et c'est jusqu'au 27 août au théâtre Le Passage vers les Étoiles dans le 11e, et c'est à 21h30. Et rappelle-nous le nom de toutes les personnes qui travaillent avec toi, l'équipe. Alors, donc je joue avec Romaric Poirier, et la mise en scène est de Grégory Jupin. Merci Franck Villette. Merci à vous. Et tu restes avec nous pour Je la reste avec vous avec plaisir. Merci. Homo Micro, le cercle des chroniqueurs. Alors, je parle de 2 femmes, Nelly et Nadine. Le 28 avril 1945, environ 2000 prisonnières des camps de concentration nazis arrivent au port de Malmö, en Suède. À partir des images d'actualité qui documentent cet événement, le réalisateur suédois Magnus Gerten réalise 2 premiers documentaires et nous explique. L'une des personnes les plus énigmatiques sur les images du port était une femme d'apparence chinoise, debout contre une barrière en bois, portant un uniforme de camp rayé. Elle avait un visage très sérieux, contrairement à beaucoup d'autres qui étaient ouvertement heureuses de leur libération et de leur arrivée en Suède. Pendant le montage de mes 2 premiers documentaires, nous sommes souvent revenus à ces images de ces femmes fascinantes. Et celle-ci en particulier, à quoi pensait-elle à cet instant ? Qu'est-elle devenue après la guerre ? Les hasards de la vie font que Sylvie Bianchi, dans un travail de recherche documentaire de Magnus Gerten, reconnaît Nadine.
C'est bien Nadine qu'elle a reconnue auprès de sa grand-mère, Nelly Moussevos. Elle rencontre le réalisateur en 2016. Elle lui explique ce qu'elle sait de cette femme, Nadine Wong. À ce moment-là, elle n'a pas exploré les malles remplis d'archives de sa grand-mère. Face à l'ampleur des découvertes de ses vies extraordinaires, Magnus Gerten propose à Sylvie de réaliser un documentaire. Ce film vient de recevoir le prix spécial du jury des Teddy Awards à la Berlinale et a été projeté en avant-première ce vendredi à Beaubourg. Alors, qui sont Nelly et Nadine ? Née au début du XXe siècle, la grand-mère de Sylvie Bianchi, c'est Nelly Moussevos. Elle divorce après 5 ans de mariage et 2 enfants. Elle est chanteuse d'opéra. Elle entre dans la résistance comme agent de liaison pendant la guerre dès 1940. Elle est arrêtée à Paris le 22 avril 1943 devant la statue de Molière rue Richelieu. Elle sera déportée au camp de concentration de Ravensbrück. Nadine, née en 1902 à Madrid d'une mère espagnole et d'un père diplomate chinois. Après des études de droit, elle part en Chine, puis reviendra en Europe en 1933, où elle rencontrera la fameuse Nathalie Clifford Barney et deviendra son amante secrétaire. Elle est arrêtée en 1944 à Biarritz et aurait aidé des réfugiés à franchir la frontière espagnole. Nelly et Nadine se rencontrent donc au camp de concentration de Ravensbrück en 1944. Nelly, dans sa mémoire, raconte les circonstances de l'éclat amoureux. Le soir de Noël 1944, au camp de Ravensbrück, Nelly chante des chants de Noël. Et Nadine demande à Nelly de chanter une pièce de Madame Butterfly, Un bel di vedremo. Cet instant suspendu fait entrer poésie et amour dans le chaos. Le amour les fait résister, s'aimer en déportation. Nelly écrit le 10 janvier 1947 « N'y aura-t-il jamais une vie pour nous ?» Les 2 femmes sont physiquement séparées le 25 février 1945. Nelly est déportée par train à bestiaux au camp de Mauthausen, où elle devra effectuer des travaux de force dans des conditions inhumaines. Nelly écrit « Notre amour nous donnera-t-il le courage de survivre ? Où es-tu, toi qui m'as aidé à vivre ?» 18 avril 1945. Je cours après ton souvenir de toutes mes forces les 188 marches du tombeau. Le tombeau est cette mine à ciel ouvert où elle doit les gravir dans des conditions de marche ou crève. Nelly sera libérée le 22 avril 1945. Nadine, libérée aussi, arrive à Malmö, en Suède, le 28 avril 1945, comme je l'évoquais au début. C'est là où on la découvre dans des images d'archives qui ont servi de base de recherche au réalisateur. Les 2 femmes s'étaient donné leur adresse, l'une écrit à l'autre « Mon amour, où es-tu ? Je ne cesse de penser à toi. » La peur de la guerre en Europe, le désir de vivre tranquille, elle décide de partir vivre à Caracas, au Venezuela. Nadine travaille dans une banque, Nelly comme secrétaire dans un consulat. Nadine est passionnée de photos et de films. Alors, nous découvrons à l'écran la vie de ces 2 femmes, leur éclat de rire, leurs amis, ce regard tendre de Nadine sur Nelly. Le documentaire est nourri de ces archives familiales de façon puissante, tel un testament. On a vécu, survécu, on s'est aimé. Sylvie Bianchi, qui était présente justement à Beaubourg aujourd'hui, nous expliquait qu'elle allait rendre visite à sa grand-mère à Caracas et connaissait Nadine. Et Nelly, c'était une évidence. Si elle voyait sa grand-mère, elle voyait Nadine. Mais c'était quelque chose qui ne se nommait pas, une vie discrète, vivre sans le dire. On ne parlait pas d'histoire d'amour. Et même jusqu'à la réalisation de ce documentaire, Sylvie n'avait pas compris l'intensité des liens qui unissaient ces 2 femmes. Elle est à présent dépositaire de leur mémoire et s'applique à la libérer, merci à elle. Nadine est malade dans les années 70. Les 2 femmes reviennent en Europe, en Belgique. Nadine décède en 1972. Et alors, Nelly écrit dans son journal « Je t'attends comme si tu étais en voyage ». Et le documentaire n'est pas encore sorti en France et je vous tiendrai au courant, mais c'est vraiment... Ça va sortir bientôt ? Je vous dirai, je vous promets. Là, il n'y a pas encore de date. Ouais. Mais il reçoit prix sur prix. Et on voit cet aller-retour entre aujourd'hui, cette petite fille qui découvre la vie de sa grand-mère. Déjà, elle ne savait pas qu'elle était résistante à ce point-là.
Et voilà, et pour elle, c'était une bonne surprise. Enfin, elle explique, parce qu'on l'a questionnée après la séance, le fait que soit sa grand-mère ait eu une si belle histoire d'amour avec une femme, c'est presque la cerise sur le gâteau de la surprise, et elle n'a pas honte du tout. Et ça a dû sauter une génération. C'était difficile à vivre, certainement, pour la fille, pour sa mère, la mère donc de Sylvie. Et aujourd'hui, elle va continuer un travail de mémoire. J'espère publier les mémoires de Nelly, qui sont très belles. Merci pour ces mémoires, Valérie. Un tour de table, peut-être, s'il y a des personnes qui souhaitent réagir. Eric. Ah, j'adore les histoires comme ça, parce qu'il y a eu l'horreur, mais l'horreur a été surmontée et l'amour a gagné, quoi. Ah, j'adore ces histoires. Merci vraiment pour ces mémoires. Et tu vas revenir très très vite avec tout pour la dernière, pour plein de bonnes choses. Oui. Annabelle. C'est une très belle histoire saphique, et comme quoi, encore une fois, l'amour n'a pas de genre. Oui, effectivement. C'est universel. Merci Valérie. Homo Micro, l'émission LGBTQI+, qui se prend au mot. Et nous retrouvons Nathan pour le dernier morceau musical de l'émission. Pour ce deuxième interlude musical, je vous propose de revenir sur ces personnes présentées par Valérie lors de sa chronique précédente. Si vous avez écouté et suivi tout le long de sa chronique, alors je vais vous faire écouter le nouveau single d'une artiste très talentueuse, Pomme. Vous savez, Pomme, c'est la fille qui s'est faite connaître, notamment pour sa reprise de Hotline Bling de Drake, mais depuis elle est devenue une grande artiste. Alors, ce morceau que je vous propose sera inclus dans son prochain album Consolation, qui sortira le 27 août prochain. On écoute tout de suite Nelly.
le cercle des chroniqueurs. Avant de retrouver notre ami Christophe Marté, on enchaîne avec Éric Garnier. C'est à conseiller, et tout de suite, L'homme empêché de Samuel Loutati. Oui, Samuel Loutati, c'est un journaliste. Il est publié donc chez Philippe Ray, une maison d'édition qui a son palmarès l'actuel prix Goncourt. Alors, c'est marqué roman, mais on comprend que c'est quand même sa vie d'homme empêché. Alors, cet homme, c'est lui. Il ne se cache pas derrière un personnage bis. Il est marié, il est hétéro, il a des enfants, et puis il est juif. Il est à l'aise avec tout ça. Et puis, l'homosexualité vient le titiller, et puis tellement fort que ça va faire un peu sauter tous ses repères. Alors il raconte ça avec une certaine légèreté, un ton très plaisant, même quand les situations sont un petit peu difficiles, comme finalement annoncer à ses enfants ou pas, à sa femme, voilà. Et il a le don de redonner tout l'intérêt à cette lecture à chaque nouveau chapitre. C'est-à-dire que le début de chaque nouveau chapitre a une façon de nous remettre en selle extrêmement agréable. Alors c'est bien écrit, c'est savoureux, c'est courageux. J'ai découvert ce livre bien par un petit article du Monde des livres. Voilà, et c'est un livre qui fait du bien, même si il ne cache pas les moments difficiles. Ça fait du bien parce que il se libère de cet empêchement, l'homme empêché par toute une série de choses qui depuis ont évolué, mais il a quand même maintenant, il a commencé un peu à vivre son homosexualité il y a une vingtaine d'années, où c'était pas encore tout à fait facile comme aujourd'hui, surtout quand on est d'une famille juive séfarade, comme il le rappelle, et tout ça est très 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 plaisant, très intéressant, et ça se lit extrêmement bien. Il n'y a pas c'est pas une lecture stressante, même si on aurait pu avoir une version de cet homme empêché tout à fait terrible, dramatique. Lui, il a une façon de raconter, de voir la vie qui est très sympathique. Alors je voudrais aussi parler, pour terminer, peut-être lundi prochain, un nouveau livre que tu viens de me donner, mais en tout cas un DVD qui sort cette semaine chez L'Harmattan. Ça s'appelle Aboubacar et moi, sous-titré Chronique d'un confinement. Alors, c'est Rémi Lange, qu'on connaît tous plus ou moins bien, qui est un cinéaste très original. La dernière fois qu'on a parlé d'un de ses films, c'était L'œuf dur, D-U-R-E, qui lui était sorti sur écran. Et là... alors, est-ce que c'est de la fiction ou de la réalité ? Est-ce qu'il a créé une fiction à partir de choses qui, à l'écran, est très crédible ? Il accueille, pendant le confinement du Covid, un clandestin, un sans-papier chez lui. Et c'est tout petit chez lui, chez Rémi Lange, c'est à Marseille. Et on ne peut pas faire plus différent de Rémi que Aboubacar, car la cohabitation va aussi concerner une troisième personne, c'est l'homosexualité de Rémi. Et Aboubacar n'est pas du tout homosexuel. C'est un peu l'image que l'on peut avoir de l'Africain, plein d'humour, de bon sens, et en même temps un peu cabré sur sa religion, ça se fait pas. Bon, alors le suspense, est-ce que Rémi, avec beaucoup de tact, de beaucoup de courage aussi et de patience, essaye de faire tomber Aboubacar dans son escarcelle? Y arrivera-t-il? En tout cas, ça ne se fait pas. On ne voit jamais ce genre de choses, en tout cas, et c'est forcément original puisque c'est Rémi Lange. Ça s'appelle Aboubacar et moi chez L'Harmattan et ça sort le 29. Merci Éric Garnier. Rappelle-nous le livre. L'homme empêché de Samuel Loutati chez Philippe Ray, éditeur. Merci Eric. Homo Micro, le cercle des chroniqueurs. Et on termine cette émission LGBT+ Committed avec Christophe Marté. Bonsoir Christophe, comment ça va ?
Ça va. Ça va. Au téléphone, donc tu vas démarrer avec une dramatique information. On a tous entendu parler de la fusillade à Oslo. Oui, tout à fait. Alors c'est vrai que il y a des semaines où l'actualité est plutôt dramatique, comme tu le dis. Alors cette fusillade, donc qui a eu lieu dans la nuit de vendredi à samedi, a causé la mort de 2 personnes, et il y a 14 personnes qui ont été blessées, donc plusieurs grièvement. Il s'agit donc d'une attaque, une fusillade devant des bars, dont un établissement gay d'Oslo, donc la capitale de la Norvège. Et alors ce qu'on sait, c'est qu'aujourd'hui, l'auteur présumé de cette fusillade mortelle, qui est décrit par la police comme un homme de nationalité norvégienne et connu pour radicalisation islamique et à la santé mentale fragile, a été placé donc ce lundi en détention provisoire pour 4 semaines. Mais c'est vrai que ça, du coup, la marche des fiertés qui était prévue à Oslo samedi après-midi a été annulée. La Cour suprême ça fait 3 ans que effectivement il n'y avait pas eu de marche. De marche des fiertés en plus à Oslo, effectivement. Dramatique, hein, vraiment. La Cour suprême aussi des États-Unis dynamite le droit à l'avortement, comme ça. Oui, alors évidemment que c'est aussi une très mauvaise nouvelle pour les femmes, bien sûr, mais aussi pour tous les défenseurs de l'égalité et du droit à la vie privée et à disposer de son corps, puisque donc la Cour suprême et les juges conservateurs de la Cour suprême, la plupart nommés par Trump, donc une droite religieuse extrêmement virulente, ont abouti à donc supprimer Roe versus Wade, donc qui était un arrêt de la Cour suprême. Alors c'est ce qu'on appelle un peu une jurisprudence chez nous, qui autorisait au niveau fédéral l'avortement. Alors c'est vrai qu'il y a 3 magistrats sur 9 qui sont plutôt progressistes et qui se sont dissociés bien sûr de cette décision. Mais Clarence Thomas, qui est un juge de la Cour suprême extrêmement conservateur, lui a déclaré tout de suite après cette décision qu'il allait mener d'autres combats, et notamment le droit à la contraception, le droit aux relations de même sexe et le droit, bien sûr, au mariage pour tous. Donc en fait, on voit bien que là, la droite très conservatrice qui s'est battue pendant 50 ans sans succès est arrivée à ses fins, en particulier du fait que Trump a pu nommer plusieurs membres de cette Cour suprême, et ça devient effectivement très très dangereux pour énormément de gens aux États-Unis. Ouais. Un 10e anniversaire très politique pour parler un peu football pour les dégommeuses. Christophe Barthès, c'est ce que vous avez abordé. Je pense que ça t'intéressait évidemment qu'on parle des dégommeuses. Donc, les dégommeuses, c'est d'abord une équipe de foot féminine avec des femmes lesbiennes, des femmes trans surtout, et qui fête, donc l'association elle-même fête ses 10 ans. Elle a fêté ses 10 ans la semaine dernière, et avec notamment lundi dernier une banderole sur l'hôtel de la Marine à Paris, donc une banderole qui disait « La FIFA tue », et notamment parce qu'on sait qu'effectivement les conditions de travail des migrants qui ont construit les stades, etc., les infrastructures pour le mondial de football, il y a eu plus de 6500 morts, et on sait aussi que le Qatar est un pays où l'homosexualité est criminalisée. Donc voilà, donc c'est vrai qu'on a voulu sur Committee de célébrer aussi quand même cet anniversaire avec l'interview de Cécile Chartrain, donc c'est la cofondatrice, la fondatrice des Dégommeuses, pour aussi montrer tout ce qu'elles ont pu faire progresser en matière d'inclusivité et de visibilité du sport, du football féminin, mais aussi de la lutte contre les discriminations. Ouais. Le 12 septembre, avec Valérie Beau, nous allons recevoir Caroline Musquet à mon micro, donc c'est en programmation, on va la contacter. Qui est Caroline Musquet ? Ah bah très bien. Alors Caroline Musquet, donc une ancienne journaliste, essayiste, qui vient de publier donc un livre qui s'intitule Être homosexuel aux Antilles, homosexuel LE aussi, et c'est un essai tout à fait intéressant, et donc c'est pour ça que je l'ai interviewé, un essai qui à travers 15 témoignages de personnes gays, lesbiennes, bi, trans aux Antilles, fait un peu le portrait de cette communauté LGBT, mais analyse aussi les mécanismes du tabou qui est persistant aux Antilles. Et on parlait tout à l'heure de la religion aux États-Unis. Ben voilà, c'est encore malheureusement le cas. La religion, les églises sont très très présentes, très fortes aux Antilles, et ce qui selon elles explique aussi en partie cette homophobie décomplexée. Mais
Bon, elle nous dit quand même qu'il y a des raisons d'espérer, mais elle en appelle aux personnalités, notamment aux connus, enfin des gens qui seraient connus, des personnalités médiatiques, qui pourraient aussi justement manifester leur soutien, et ça pourrait justement faire évoluer le mentalité. Ouais. Un tag transphobe à la Maison des femmes, Christophe. Oui, alors la Maison des femmes à Montreuil, Thérèse Claire, du nom de cette militante féministe qu'on avait vue notamment dans le très beau film de Sébastien Lifshitz, Les Invisibles, et qu'il avait quitté il y a plusieurs années maintenant. Ouais. Voilà, il y a quelques années, mais il avait aussi suivi on va dire sa fin de vie, parce qu'elle était décédée, un film qui s'appelait Les 1000 vies de Thérèse Claire, et donc cette Maison des femmes accueille toutes les femmes, et donc aussi des femmes trans, et lutte contre toutes les discriminations, et il se trouve qu'elles avaient organisé une projection de film, qu'elle s'était rendu compte que dans la sélection, il y avait un petit film de 3 minutes d'une militante plutôt TERF, donc les féministes radicales qui sont contre les trans, finalement. Et donc, elles avaient déprogrammé ce film, et le lieu a été tagué en Maison des Hommes, voilà, avec un collage. Et donc, Tiffaine Dubuard, donc la journaliste qui travaille avec moi, a pu interviewer les responsables de ce lieu pour qu'elles nous disent un petit peu l'ambiance et comment elles ont réagi à cette attaque. Comme quoi, notre combat ne doit jamais s'arrêter, Christophe. Et pour finir, une interview vidéo, de qui s'agit-il ? Alors, Nikki Doll, pour celles et ceux qui ne la connaissent pas encore, donc c'est une drag queen. Elle a participé à la saison 12 de RuPaul Drag Race, donc ce concours de drag assez mythique, assez culte. Et c'est vrai que ça existe depuis donc 2009 aux États-Unis. Et on attendait enfin la version française, donc ça y est, elle est arrivée. Elle est maîtresse de cérémonie de Drag Race France, donc qui a été diffusée pour la première fois. Le premier épisode a été diffusé samedi soir sur France 2 et sur France TV Flash. Donc c'est le service public qui s'est attaqué à ce monument queer et ce monument du drag, et c'est très bien parce que à côté de Nikki Doll, vous avez Kiddy Smile, donc le vogueur gay, vous savez qui était au platine à l'Élysée avec ce t-shirt qui disait homosexuel, immigré, PD, enfin voilà, je suis fier de l'être, et Daphné Burki. Et donc c'est un peu un modèle aussi d'inclusivité. Il y a une femme trans, c'est la première fois que dans l'émission, en tout cas ils ont attendu des années aux États-Unis pour accepter des femmes trans dans l'émission, là il y en a une, des personnes racisées, donc je vous invite à regarder et la vidéo sur Committed, mais aussi cette émission parce que ça fait beaucoup de bien. Et là on vient de parler de choses assez Merci. Ça va faire beaucoup de... C'est tous les jeudis maintenant sur France TV Slash. Merci, ça va faire beaucoup de bien. Et là, c'était pas prévu, mais il faut absolument que tu reviennes vers nous lundi prochain pour la dernière de la saison. C'est tous ceux qui ont marqué la saison avec nous. Tu viens avec n'importe quel sujet, tu seras le bienvenu. Et j'espère que tu vas nous dire oui tout de suite. Bien Christophe. Sûr, avec grand plaisir. Super. Merci Christophe et longue vie à Committed, et au lundi 4 juillet pour la dernière de la saison. Merci à toi, et je vais faire le tour vraiment. Rappelez-nous la thématique. Alors, le spectacle jeudi, Franck. Ils s'aiment, ils se sont aimés, au passage vers les étoiles à 21h30 du jeudi au samedi jusqu'au 27 août. Annabelle. Arporiel, des idées de sorties culturelles et divertissement. Nelly et Nadine, histoire d'amour entre deux femmes. Eric. Un roman, un DVD, L'homme empêché, et puis Aboubacar et moi, chronique d'un confinement. Merci à Nathan pour la programmation musicale. Cette émission a été réalisée par Rodrigue. Merci, là, son émission musicale tout de suite après nous. On l'embrasse et à très très vite. Portez-vous bien. Merci. Et à la dernière, le 4 juillet. Hey! Oh non! Cette émission est maintenant terminée. Mais un conseil, retrouvez l'ensemble des podcasts d'Homo Micro, l'émission qui se prend au mot, sur toutes les bonnes plateformes de streaming.